Respirez un grand coup, détendez-vous car la nouvelle capsule Semio s'intéresse aux crises d'angoisse. Alors les crises d'angoisse, basiquement, c'est un état de peur extrême. Ce sont des crises qui sont soudaines et qui sont très délimitées dans le temps. Alors avant de développer sur les différents éléments d'observation clinique, je vais m'arrêter un petit peu sur les termes, parce qu'il y a plein de mots comme ça qui sont maintenant dans le langage commun, crise d'angoisse, attaque de panique, trouble panique. De quoi va-t-on parler? Alors en fait, il faut bien différencier deux choses. Les crises d'angoisse ou les attaques de panique, car ce sont deux synonymes, c'est un symptôme, c'est un état dans lequel le patient est, donc c'est celui-ci dont on peut faire l'observation clinique. Donc nous, on va s'attarder sur le mot crise d'angoisse que je vais préférer à attaque de panique pour ne pas mettre de confusion entre attaque de panique et trouble panique. Car effectivement, il y a cet autre terme de trouble panique, mais qui là fait référence à un des diagnostics possibles chez un patient qui fait une crise d'angoisse. Donc la question du diagnostic est une question qui se pose après avoir identifié et décrit le symptôme. Les crises d'angoisse ou attaques de panique, c'est la même chose, ne surviennent pas que dans le cadre des troubles paniques. Non, il y a un nombre incroyable de troubles somatiques ou psychiques dans lesquels surviennent des crises d'angoisse. On peut citer l'agoraphobie, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs. Bref, je reviendrai pour ceux que ça intéresse en fin de vidéo sur la notion de trouble panique et plus largement sur les différentes approches du symptôme en psychologie, entre une approche psychiatrique qui s'intéresse au diagnostic et puis d'autres manières d'appréhender les symptômes. Alors revenons à notre partie de description clinique. Les crises d'angoisse, leur caractéristique, c'est quelque chose qui est extrêmement soudain et ça montre très rapidement au maximum de l'intensité de cette crise d'angoisse. L'acmé, c'est le terme pour dire le climax, le moment le plus fort, est atteint très rapidement. Ce sont des états qui peuvent arriver sans qu'il y ait un contexte précis ou au contraire dans des situations bien identifiées qui vont provoquer chez le patient ces crises d'angoisse. Alors, autre particularité des crises d'angoisse, c'est qu'il y a un nombre incroyable de symptômes somatiques et même psychiques qui sont associés. On a palpitations ou tachycardie, sudation, tremblement au frisson, sécheresse de la bouche, essoufflement, sensation d'asphyxie, hyperventilation, oppression ou gêne thoracique, nausée ou plainte gastro-intestinale, sensation de vertige, de faiblesse, de torpeur, d'insécurité, des sentiments de déréalisation, de dépersonnalisation, de paresthésie, de bouffée de chaleur ou de frissonnement. Évidemment, quelqu'un qui fait une crise d'angoisse n'a pas l'ensemble du tableau, mais les crises d'angoisse sont généralement accompagnées d'un ou plusieurs de ces symptômes. On retrouve aussi une peur associée, la peur de devenir fou, la peur de perdre connaissance, de perdre le contrôle ou même une peur de mourir. Alors il y a différents degrés de sévérité pour apprécier dans le cadre de l'observation clinique une crise d'angoisse. Si les crises d'angoisse ne gênent pas trop la vie du patient, on les considère comme légères. En revanche, si ça a des conséquences significatives, comme le fait de devoir quitter son travail, le fait de devoir appeler les urgences ou aller aux urgences en catastrophe, là, on va considérer ce symptôme comme beaucoup plus sévère. Alors, on va passer en revue quelques symptômes qui peuvent ressembler aux crises d'angoisse, mais qui n'en sont pas. D'abord, on va retrouver l'hypocondrie. C'est une appréhension inadaptée, inappropriée de contracter une maladie grave, par exemple. Dans le cadre de l'hypocondrie, des sensations classiques prennent une signification excessive. Certaines réactions du patient peuvent des fois être un petit peu à la frontière avec certains états dans les crises d'angoisse. Alors l'hypocondrie, en fait, c'est un surinvestissement d'ordre anxieux de son corps, ses sensations, ses émotions. Il existe aussi un état plus sévère qu'on appelle les idées délirantes hypocondriaques qui peuvent entretenir une proximité avec la crise d'angoisse. Alors la différence entre l'hypocondrie et l'idée délirante hypocondriaque, c'est que dans l'idée délirante hypocondriaque, il y a une rupture très nette avec la réalité. On est dans le cadre du délire, ce qui n'est pas le cas de l'hypocondrie classique, qu'on rangerait plutôt dans les craintes et obsessions, plus que dans les délires. Il y a deux autres symptômes qu'on peut aussi évoquer pour délimiter le symptôme de crise d'angoisse. Le premier, ce sont les phobies. Alors les phobies sont des peurs avec des conduites d'évitement associées. Certaines réactions peuvent ressembler, à s'y méprendre, à des crises d'angoisse. Dernier symptôme à évoquer, c'est l'anxiété psychique éprouvée, où là on est dans le cadre de peur, mais le patient ne sait pas pourquoi il a peur. Et là aussi, on peut citer ce symptôme pour bien délimiter ce qu'est une crise d'angoisse. C'est souvent entre les crises d'angoisse et
soit les idées délirantes hypocondriaques, soit l'hypocondrie, soit les phobies, soit l'anxiété psychique éprouvée, qu'on a à se poser la question dans le cadre de l'observation clinique. Maintenant que j'ai pu faire le tour à la fois de la description clinique du symptôme et de l'évocation des symptômes qui délimitent les crises d'angoisse, je voulais évoquer avec vous la notion de trouble panique et plus largement tout ce qui est lié à l'approche diagnostique en psychologie. Quand on parle de trouble panique, en fait, on fait référence non pas à la description d'un symptôme, mais au diagnostic d'un trouble. Alors dans le cadre du trouble panique, le symptôme de crise d'angoisse est central, mais il y a de nombreux critères à respecter pour établir le diagnostic d'un trouble panique. Alors par exemple, il y a une idée de fréquence dans l'apparition des symptômes et surtout, il faut que ce symptôme de crise d'angoisse change le comportement du sujet et introduise des préoccupations persistantes dans son quotidien. Donc le symptôme de crise d'angoisse ne suffit pas pour parler d'un trouble panique. En plus, on exclut le trouble panique si la crise d'angoisse est mieux expliquée par un autre trouble, comme une agoraphobie, un syndrome de stress post-traumatique ou un trouble obsessionnel compulsif. En fait, il y a de nombreux troubles dans lesquels surviennent des crises d'angoisse. Donc c'est nécessaire de bien distinguer la partie liée à la description clinique, qui peut être commune à toutes les approches, c'est la sémiologie, la sémio comme on dit dans le bouchonnois, des différentes approches qu'on peut retrouver en psychologie qui vont s'occuper, on peut dire, de ce symptôme de manière très diverse. Il y a d'un côté les classifications qui permettent des diagnostics, donc ça c'est une approche plutôt psychiatrique. Il y a deux grands modèles qui sont les plus utilisés et qui sont les plus légitimes à l'international, qui sont d'un côté le DSM-5 et de l'autre l'ASIM-10. Il y a des différences entre ces deux modèles-là, mais en ce qui concerne le trouble panique, on est sur un marquage à la culotte extrêmement serré. En revanche, certains cliniciens ne se préoccupent pas de ces enjeux diagnostiques au regard de ces critères. Si je pousse le curseur assez loin et que je vais du côté par exemple de la psychanalyse, la seule étape qui peut être commune, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ces capsules, c'est la description clinique et objective du symptôme, mais ensuite, un clinicien d'orientation psychanalytique va se servir de la description clinique du symptôme pour questionner le fonctionnement du sujet. Il va le questionner au regard de ses mécanismes de défense, ses angoisses, c'est ce qu'on appelle la psychopathologie. Et surtout, il va se demander quel sens ça fait dans l'histoire du sujet, sa dynamique familiale par exemple. Bref, je trouvais ça intéressant de recontextualiser rapidement ces éléments. Donc j'ai choisi deux exemples assez opposés avec d'un côté les classifications, les regroupements syndromiques qu'on retrouve appuyés sur le DSM-5 pour l'approche psychiatrique et d'un autre côté une approche psychanalytique, mais sachez qu'on retrouve de nombreux courants qui viennent éclairer la compréhension du symptôme, chacun d'une manière singulière. Si on demandait à un neuropsychologue comment il appréhende tel symptôme, on aurait certainement un autre éclairage. Je précise qu'il n'y a aucun avis dans cette vidéo sur telle ou telle approche. J'essaie en quelques secondes de pouvoir restituer avec bienveillance le point de vue de tel ou tel paradigme. Alors ce qui est intéressant et l'esprit de ces capsules sémio, c'est donc bien de rester au niveau de la description clinique du symptôme, car quand ensuite on prend un courant particulier en psychologie pour essayer de le comprendre, il y a souvent de l'idéologie ou en tout cas le paradigme qui vient teinter la compréhension qu'on a de ce qui se passe pour le patient. Car consciemment ou non, on va avoir tendance à faire rentrer les éléments de description clinique pour qu'ils soient compatibles avec la théorie. Et le garde-fou dans ce cas-là, pour les cliniciens, c'est bien de distinguer la description clinique ensuite de son approche, celle sur laquelle on a une plus grosse expertise ou avec laquelle on préfère travailler, pour ne pas contaminer, entre guillemets, la description clinique par son courant de pensée. Voilà, et puis également, je reste au niveau de la description clinique parce que la psychologie est une discipline assez immature et puis il y a énormément de guéguerre entre les différents courants et j'ai vraiment pas envie de me retrouver au milieu de controverses dans le bac à sable. Voilà pour cette capsule sémio sur les crises d'angoisse. Pensez à vous abonner sur le compte Au Greffe. Je vous dis à très bientôt.